Bonjour et bienvenue à vous tous à cette webconférence organisée par Deloitte, société d'avocats, consacrée au financement public des entreprises dans leur transition écologique, énergétique, digitale, que je vais avoir le plaisir d'animer. Une webconférence en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors, pendant plus d'une heure, nous allons, avec nos intervenants, vous proposer des éclairages sur ces transitions du monde d'aujourd'hui et d'après et vous donner des clés sur les financements publics français et européens en rapport qui peuvent exister pour les entreprises. En ce qui concerne le programme, nous aurons 4 temps. Nous parlerons d'abord avec Lucile Chabanel de chez Deloitte du financement de la transition écologique agro au sens large, avec un focus sur l'économie circulaire. Puis, avec Juliette Donon et Florent Villard de l'ADEME, nous parlerons des grands projets de l'agence autour des thèmes de la décarbonation industrielle, surtout les procédés, de l'hydrogène et des énergies renouvelables. Et puis, on aura ensuite une perspective européenne à travers le Innovation Fund, le programme de financement européen, qui a pour objectif de favoriser la mise sur le marché de technologies innovantes à faible intensité carbonique. Ce sera avec Rémi Barnéou de chez Deloitte, qui nous proposera d'ailleurs également un point, vous verrez, sur le financement de la souveraineté énergétique et du nouveau plan nucléaire français. Enfin, c'est Romuald Reculé, toujours chez Deloitte, qui nous parlera de ce qui existe en matière de financement de la transition digitale. Digital Europe, plan digital français, intelligence artificielle, autant de sujets donc que nous pourrons aborder en fin d'émission. J'en profite pour dire que vous aurez l'occasion de poser vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà les poser pendant cette conférence à travers le chat et que les intervenants de Deloitte et de l'ADEME pourront vous y répondre en direct, si on a le temps, ou personnellement à l'issue de l'émission. Voilà, on se retrouve tout de suite pour notre première séquence. Nous allons donc démarrer notre première séquence consacrée à la transition écologique au sens large et à l'économie circulaire avec vous, Lucile Chabanel. Bonjour. Bonjour Arnaud, ravi de te retrouver. Exactement, Lucile Chabanel, donc avocate associée chez Deloitte, et puis vous y dirigez d'ailleurs un département d'une 60aine de professionnels sur le financement de l'innovation. Alors, on a préparé un petit slide sur les enjeux de la transition écologique dans l'agriculture, dans l'agroécologie, dans l'alimentaire durable. Voilà, on voit le premier slide et que vous nous avez préparé avec, je crois, vous avez visualisé en CAPEX et en dépenses opérationnelles au niveau européen et au niveau français, un certain nombre de projets de financement qui peuvent exister donc auprès d'un certain nombre de financeurs, c'est ça ? Oui, merci Arnaud. Alors, ce que j'ai voulu visualiser par ce slide, qui est un slide synthétique, c'était peut-être commencer par rappeler que toutes les parties prenantes, que ce soit le monde agricole, que ce soit le transport, que ce soit les industriels de l'agroalimentaire, tout ceci est lié, c'est un petit peu le symbole de ce fil, de cet écheveau. Prenons juste 2 chiffres. Le premier, c'est que l'agriculture et la sylviculture, ça représente à peu près 20% des émissions françaises. Et autre chose, si maintenant on se situe dans les chaussures de certains de notre audience qui sont peut-être du monde de l'agroalimentaire, plus de 80% en moyenne des émissions des fabricants alimentaires se trouvent en dehors de leur propre chaîne de valeur. Donc ça veut dire que plus de 80% du travail qui les concerne pour améliorer leurs émissions et leurs approches n'est pas à faire chez eux, mais chez leurs fournisseurs, en partenariat avec les parties prenantes du monde agricole. Et donc c'est un petit peu le message ici, avec cette nouvelle qu'on a une capacité aujourd'hui sans précédent des pouvoirs publics à accompagner les différents acteurs, que l'on parte du monde agricole avec, par exemple, un certain nombre d'appels à projets ouverts aujourd'hui. On en a mis un échantillon là, mais vous avez par exemple chez France Agrimaire des appels à projets qui sont vraiment sur du déploiement. J'en ai mis un par exemple sur tout ce qui est équipement. Et ça peut intégrer la digitalisation également des équipements. Donc là, on est plutôt sur du CAPEX. Ça peut concerner, à l'inverse, plutôt des dépenses et des nouvelles approches. Pour par exemple, dans la logique de filière. Donc, vous avez un appel à projet qui est ouvert aujourd'hui avec des relevés trimestriels sur la structuration de filière, où en fait, le critère d'accès, vous l'aurez deviné, c'est d'avoir à la fois de l'amont, des agriculteurs, avec peut-être des acteurs de la transformation,
et des acteurs plus en aval. Mais tout ceci ne fonctionne que si on travaille aussi sur une alimentation plus saine. Donc là, vous avez par exemple, avec des échéances BPI juin 2022, l'appel à projet besoins alimentaires de demain. Un exemple très concret, ça peut être des projets sur la naturalité ou des projets pour substituer ou réduire les additifs. Je peux vous en citer beaucoup, mais en manque de temps. Ayez en tête que c'est également tout ce qui est concevoir dès le début des produits, des solutions pour nos supermarchés, si je reste dans cet exemple-là, qui sont conçus pour être plus vertueux. D'où, par exemple, l'appel à projet Perfecto qui est sur la droite. Et puis, j'en ai pas parlé, mais on va focaliser peut-être sur Life. Oui, on va parler dans un instant. Mais allez-y. Il y a le miroir de tout ce qui existe au niveau français peut parfois, si on est sur des collaborations d'ampleur européenne, être plus intéressant de regarder les financements européens. C'est pourquoi, en haut, vous avez 2 exemples d'appel à projet dans la biodiversité au niveau européen, les 2 se complétant. Alors justement, on va commencer à resserrer le curseur, si vous voulez bien, Lucille. Est-ce que vous pouvez nous présenter là où il y a des poches de financement significatives, donc notamment ce programme européen que vous citiez, le programme LIFE, qui est, il faut le savoir, le principal cadre de financement de l'Union européenne pour les politiques liées à l'environnement et au changement climatique. On voit d'ailleurs le slide qui résume tout ça. Qu'est-ce qu'il faut en savoir ? Alors, c'est un des programmes dont le financement a été énormément augmenté par rapport à la précédente période de 6 ans, qui était 2014 à 2020. On parle là, donc pour toute l'Union européenne, de 5,4 milliards pour la période 21 à 27, c'est-à-dire plus de 60% de plus que la période précédente. Puisqu'on va parler après pas mal au niveau français d'économie circulaire, on peut noter qu'avant on avait 2 sous-programmes, maintenant on en a 4 qui va avec cet accroissement de ressources. Et l'économie circulaire, c'est à peu près 1 milliard de mémoire dans ce sous-ensemble. On est sur des taux de financement qui sont élevés, 60%. Et la taille en moyenne d'un projet, c'est quelques millions d'euros. Donc, c'est des projets d'une assez grande envergure, sans forcément de consortium, parce que certaines entreprises nous disent « Ah, mais l'européen, c'est compliqué, c'est des consortiums de 8 à 10 ». OK, parfois. Pour le LIFE, c'est bien souvent une entreprise et un fournisseur d'une nouvelle technologie innovante, à 1 donc, ou à 2. Et pour l'économie circulaire, vous avez les dates par ailleurs là. L'échéance, c'est le bon moment pour préparer les projets, puisque la prochaine échéance de ce nouveau programme LIFE, nouvelle mouture 2021-27, la prochaine échéance, c'est à la rentrée. Il faut quelque part construire avant l'été les projets pour déposer une note de concept à la rentrée et déposer le dossier le 4 octobre 2022. Voilà. Alors, est-ce que les entreprises françaises, vous pensez, en ont conscience, connaissent ce programme et s'en saisissent ? Alors, je pense qu'elles peuvent certaines s'en saisir davantage. Sur les projets européens, on a un certain nombre d'acteurs, comme il y a une barrière à l'entrée et à la complexité, qui en deviennent des acteurs réguliers. Et on croise à l'inverse des entreprises que nous accompagnons sur d'autres sujets qui ne sont jamais allées sur du LIFE. Et à l'inverse, la première fois où elles y sont allées, de façon pertinente par rapport à leurs enjeux, elles ont envie d'y retourner. C'est pour ça que j'aime bien rappeler qu'il y a une sorte de barrière à l'entrée qui, en fait, le propos là, c'est d'inviter à le considérer. Bien sûr, il faut que les projets soient pertinents, bien sûr, il faut que les projets soient robustes, mais encore une fois, c'est faisable et ce sont des financements conséquents. Alors, Lucille, on va prendre l'exemple, si vous voulez bien, là, on va rentrer vraiment dans l'économie circulaire et l'exemple des plastiques à recycler. Vous avez vu qu'il y a la taxe de l'Union européenne, on n'en parle pas beaucoup, mais on a eu, hier d'ailleurs, je crois, ou avant-hier, on a eu un peu les premiers chiffres de cette taxe de l'Union européenne, la contribution plastique de l'Union européenne, donc appliquée depuis 2021, qui vise en quelque sorte à taxer chaque kilogramme de bouteilles d'eau, barquettes, etc., qui ne seraient pas recyclés par les États. Et c'est 80 centimes d'euros, donc ça va vite. Et vous avez vu que la France a été condamnée, entre guillemets, parce que ce n'est pas une condamnation, mais ils ont une contribution à payer, près de 1 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros, je crois. Voilà. C'est assez considérable. Alors ça, c'est donc un peu le bâton, si je puis dire. Et alors, quelle serait la carotte qui fait que l'État puisse mettre en place un certain nombre de programmes pour qu'on obtienne des résultats sur cette problématique du recyclage des plastiques? Tout l'enjeu, finalement, c'est pour l'État de redispatcher une partie de cette taxe. Donc, on est sur ce milliard 2, milliard 100 jusqu'à peu près 2026-2027. Et tout l'enjeu, c'est maintenant de se préparer pour pouvoir réduire de façon significative, de façon réaliste à compter de 2026-2027, le montant de cette taxe. Alors, un chiffre à avoir en tête, puisque vous avez donné le montant, on est à peu près sur 70 kilos de plastique non recyclé par Français, en moyenne. Et en France, on est à peu près sur 26% aujourd'hui
de recyclage. Ouais. Voilà. Les Allemands 2 fois plus. Exactement. Et donc finalement, l'enjeu, vous voyez bien l'enjeu. Alors, il y a un autre enjeu dont on a déjà parlé, et je veux quand même le rappeler, c'est que la première chose, c'est de produire moins de plastique. Oui. Mais on ne peut pas faire que produire moins de plastique. Ceci étant dit, qu'est-ce qui existe alors ? Alors, qu'est-ce qui existe ? Alors, je vais commencer par le dernier à droite, puisque c'est peut-être le plus ancien. Pour tout ce qui est recyclage des plastiques, ça fait quelques années, on en est au 3e appel à projet avec Orplast, c'est la 3e génération, sur tout ce qui est les plasturgistes ou les acteurs de la transformation. Avec le 3e appel à projet Orplast qui a échéance de septembre prochain, eh bien, il y a une ouverture un peu plus large et une logique de filière, puisque les utilisateurs peuvent aussi être candidats, ce qui est nouveau par rapport à Orplast 1 et 2. Et également, les grandes entreprises, alors à des taux de financement plus bas, et c'est logique, aux côtés des ETI et des PME, peuvent également être acteurs. Alors les 2 objectifs, vous les avez à l'écran de cette 3e édition d'Orplast. Ça peut être pour des acteurs qui n'utilisent pas encore de matières premières recyclées, de les accompagner sur cet exercice-là, ou bien d'intégrer davantage tout ce qui est la réintégration, enfin un travail sur les chaînes de production en aval pour réintégrer davantage de matières plastiques recyclées dans les processus. On va remonter d'un cran. Vous avez au milieu l'appel à projet que son petit nom c'est RRR, recyclabilité, recyclage, réincorporation. C'est aussi le nom de la stratégie nationale qui a été beaucoup commentée par les pouvoirs publics à l'automne dernier. Et on parle de 370 millions d'euros de financement sur cette stratégie sur plusieurs années. Alors, cette stratégie, elle comprend plusieurs éléments, et l'un de ces éléments, c'est cet appel à projet qui va jusqu'en juin 2023 avec des relevés trimestriels de l'ADEME, RRR. Et là, la cible, c'est des démonstrateurs. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises qui prennent le risque d'aller là-dessus, et donc finalement de financer la prise de risque par de la subvention publique pour démontrer le fonctionnement. Donc vous avez à l'écran les items clés, qu'il s'agisse des technologies de tri, être plus pointu, puisqu'on n'arrivera pas à des meilleurs taux de recyclage si on n'est pas plus innovant et plus pointu sur les technologies de tri, ou bien après des problématiques propres aux différents secteurs. Et pour finir, et c'est peut-être un des points clés, le recyclage des plastiques, on a parlé au début de la taxe plastique, j'y reviens. Finalement, ce qui est important aussi, c'est l'enjeu de souveraineté industrielle. On veut créer environ 500 000 emplois dans ces domaines-là en France. Il y a également un enjeu de relocalisation. Pourquoi ? Parce que ça va dans la stratégie du gouvernement, et puis parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus exporter de déchets. Et donc, si on est très concret pour les entreprises qui nous écoutent, eh bien sur le recyclage des plastiques, on a un appel à projet qui est très très ambitieux aujourd'hui, qui vise dans un premier temps le recyclage chimique ou enzymatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'emballages qu'on ne sait pas recycler de façon mécanique. Donc finalement, le principe, c'est dans un premier temps recyclage mécanique. Et si on ne peut pas le recyclage mécanique, eh bien il faut, pour un certain nombre de matières difficiles à recycler, se doter de capacités chimiques ou enzymatiques. Ce qui ne va pas sans problématique d'un point de vue de considération écologique, en quelque sorte, avec le recyclage chimique par rapport au recyclage mécanique. Mais enfin, en tout cas, c'est mieux que rien. Et ce sont des gros projets. En tout, on est vers pas loin de 400 millions, c'est ça ? Alors, on est sur la totalité des financements publics pour la stratégie RRR, oui, c'est l'ordre de grandeur. Mais sur des usines, vous pouvez être sur des nouvelles usines. Certaines ont été annoncées. Je ne vais pas rentrer dans des choses qui seraient évidemment confidentielles. Si vous prenez les annonces Choose France du début de l'année 2022, vous avez 2 exemples. Un en recyclage enzymatique avec la société française auvergnate Carbios, et c'est une information publique, de même que la société Loop, qui est une start-up canadienne, et à beaucoup plus grande échelle et sur du chimique, vous avez par exemple l'américain Eastman, donc tout ceci a été publié au premier trimestre 2022. On est en centaines de millions d'euros, il me semble, sur des gros projets. Voilà. Alors, Lucille, donc ça veut dire qu'il y a des projets industriels concrets, pour conclure. Donc il y en a en la matière chez vos clients, et donc ailleurs on l'a vu, parce qu'il faut rattraper le retard en quelque sorte de la France, 1 milliard tous les ans. Il y a des projets chez vos clients, là, ils commencent à regarder tout ça ? Ah oui, absolument. Alors, j'en ai nommé 3 qu'on a accompagnés ou pas, mais qui sont publics. Et effectivement, on voit bien qu'on a une accélération. On peut avoir aussi de la conversion d'activités qui vont vers davantage de recyclage. Et donc, on a des dossiers qui sont en train de se monter.
Eh bien, parfait. Eh bien, merci à vous, ma chère Lucille Chabanel, donc de chez Deloitte, pour ce premier volet sur eh bien, les financements en matière de transition au sens large de tout ce qui est agroalimentaire et donc l'économie circulaire. On va se retrouver dans un deuxième temps pour notre deuxième séquence à travers les grands programmes de l'ADEME, à relier au plan d'investissement massif France 2030 et puis le Innovation Fund européen pour être dans une dimension plus continentale. On se retrouve dans un instant avec nos invités Rémi Barnéou, Juliette Donon et Florent Villard. On se retrouve donc pour notre deuxième séquence consacrée au grand programme de l'ADEME, à relier au plan d'investissement massif France 2030. On va parler décarbonation de l'industrie, on va parler hydrogène, on va parler ENR. On va aussi parler de ce qui est possible en matière européenne avec le Innovation Fund européen, avec nos invités. Nous avons d'abord Juliette Donon. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci Bonjour d'être en notre compagnie, responsable financement innovation à l'ADEME. À l'ADEME, toujours, nous avons Florent Villard en duplex depuis Angers, le siège de l'ADEME. Bonjour Florent, vous m'entendez ? Bonjour, je vous entends très bien. Parfait, Florent Villard, coordinateur des appels à projets procédés, surtout procédés du Fonds de décarbonation de l'industrie à l'ADEME. Et puis Rémi Barnéou, qu'on connaît bien au cours de ses émissions de Deloitte, associé donc chez Deloitte. Et puis, pour la petite histoire, d'ailleurs, vous êtes astrophysicien. Oui. Et puis, donc, vous n'êtes pas, vous, juriste ou avocat, et puis vous connaissez bien l'amont et l'aval de la recherche et ses financements. Alors justement, tiens, on va commencer avec vous, mon cher Rémi. On va parler là surtout des procédés, de ce qui existe en matière de procédés, en matière de financement public. On a l'impression qu'il y a quand même un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on passe d'un financement de la transition énergétique qui était très R&D, en quelque sorte, à quelque chose qui est plus sur des aspects innovants, industrialisables, en quelque sorte, qui impacte évidemment la digitalisation et puis les procédés industriels, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, tout ça, c'est lié au régime européen des aides d'État, qui régit en fait ce que les pays peuvent ou ne peuvent pas faire en termes de financement public. Alors, ce régime permet donc de financer des projets de R&D, d'innovation, permet de financer des projets environnementaux et des projets industriels dans certaines zones. Là, ce qu'on voit, c'est que l'aspect environnemental prend de plus en plus de place et même l'aspect, d'investissement sur certaines zones. Il y a des réflexions en ce moment à la Commission pour l'élargir, l'investissement industriel, sans R&D, à toutes les zones possibles en France. Oui, c'est ça qui est intéressant à retenir, ce changement de paradigme qui fait qu'on peut aller plus vite, plus loin, en quelque sorte, et être plus concret. Alors, Juliette Donon de l'ADEME, donc responsable des financements de l'innovation à l'ADEME, je le disais. Alors, qu'est-ce que vous proposez à l'ADEME en lien avec France 2030, le grand plan d'investissement qui avait été annoncé pour la France de demain, qui avait été présenté par le président Macron. Je crois que vous nous avez préparé un slide qui résume bien, on va pouvoir le visionner. Voilà, les grandes têtes de chapitre, et puis après, on va entrer dans quelques-unes plus particulièrement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, en effet, le plan France 2030, c'est plus de 50 milliards d'euros qui vont être déployés sur 5 ans. Le plan, les objectifs, c'est de répondre aux grands défis de notre temps, donc à la fois mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre le monde. Effectivement, les thématiques de l'ADEME sont particulièrement représentées puisque 50% à peu près du plan vise à décarboner l'économie.
Donc côté ADEME, on est plutôt sur les aspects mieux produire. On va parler ce matin plus particulièrement de décarbonation d'industrie, d'hydrogène décarboné et puis d'énergie renouvelable, sachant qu'à l'ADEME, on a aussi d'autres sujets qu'on traite dans France 2030, donc que ce soit recyclage dont a parlé Lucille tout à l'heure, ville, bois, produits biosourcés, mobilité également. Évidemment, des gros projets. Alors, restez en notre compagnie parce qu'on reviendra plus particulièrement avec vous sur les questions de l'hydrogène, par exemple, et puis des ENR. Alors, Florent Villard, vous qui êtes en notre compagnie, donc je lisais depuis Angers, il y a une enveloppe, on va parler un peu de décarbonation de l'industrie, qui est un peu un gros sujet, évidemment, sur lequel on peut avoir des résultats. Il y a une enveloppe de près de 5,6 milliards, je crois, pour la décarbonation de l'industrie, essentielle pour arriver à une diminution de 35% comme programmé à horizon 2030. C'est un montant très conséquent, là on voit le slide, c'est un montant très conséquent, c'est une accélération de ce qui existait déjà. C'est comme ça qu'on peut le présenter ? Oui, tout à fait. C'est la poursuite de ce qui a été engagé dans le cadre du Fonds décarbonation de l'industrie qui a été lancé pendant le plan de relance ces 2 dernières années, donc qui était doté de 1,2 milliard d'euros. Et aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure avec ce plan de 5,6 milliards d'euros sur la décarbonation de l'industrie qui va permettre d'atteindre nos objectifs à l'horizon 2030 de réduction des gaz à effet de serre dans ce secteur. C'est ça. Alors, on va voir aussi un slide suivant qui est sur l'aspect innovation, justement, financement de l'innovation. On va le voir, voilà. C'est assez intéressant si vous voulez nous le résumer. Et puis après, si on peut faire un petit focus, on le voit tout en bas, là, sur les zones industrielles, qui est un gros sujet, finalement, on peut évidemment décarboner des zones industrielles. Florent. Tout à fait. Donc, dans le plan France 2030 sur la décarbonation de l'industrie, c'est à la fois sur les 5,6 milliards, ça adresse à la fois l'innovation, l'industrialisation et le déploiement, on le verra par la suite. Sur l'innovation, il y a 2 premiers appels à projets qui sont effectivement présentés sur la slide, qui sont dédiés au développement de briques technologiques et de démonstrateurs, à la fois pour des consortiums d'entreprises et plus directement pour les PME dans le cadre du 2e appel à projet qui est présenté sur cette slide. Et puis effectivement, il y a un dernier appel à projet sur l'innovation qui vise à favoriser le développement des zones industrielles bas carbone. Donc c'est un appel à projet orienté études, c'est du financement d'études sur ce champ-là. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement travailler sur les zones industrielles en France. C'est aussi beaucoup travailler donc sur les zones industrielles portuaires qui ont souvent beaucoup d'émetteurs de CO2 assez importants. Et donc attaquer ce sujet-là, travailler à la décarbonation de ces zones, c'est aussi travailler à la décarbonation du secteur de l'industrie de manière assez efficace. Oui, c'est vraiment un gros sujet sur lequel les entrepreneurs et puis les consultants peuvent évidemment se saisir à travers ces études. Alors, le côté offre et solutions industrielles de décarbonation, je crois que là aussi, vous nous avez préparé un petit slide. Qu'est-ce qu'il faut en savoir ? C'est quoi ? C'est aider les équipementiers, en quelque sorte, qui ont des solutions de décarbonation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais, trois volets dans ces 5,6 milliards pour la décarbonation de l'industrie, innovation, industrialisation, déploiement. Donc, sur cette slide, on voit l'appel à projet dédié à l'industrialisation, au soutien de l'offre de solutions de décarbonation de l'industrie. Donc, c'est effectivement un appel à projet qui a vocation à massifier l'offre de décarbonation existante et à pousser la mise sur le marché aussi de nouvelles solutions. Florent, le déploiement, c'est le gros du paquet, c'est la part de Lyon, c'est là-dessus que ça va se jouer, parce que là aussi, on est sur 5 milliards par rapport à 5,9 milliards. On le voit à travers le slide qu'on voit à l'antenne. Donc, c'est évidemment la part du Lyon, et c'est très important. C'est là-dessus qu'on peut avoir des résultats, évidemment. C'est par le déploiement. Tout à fait. Une fois qu'on a innové, une fois qu'on a réussi à industrialiser les solutions de décarbonation, il faut les implémenter, il faut les déployer sur les sites. Il y a un gros travail à faire de décarbonation du secteur industriel en France. Les objectifs à 2030 et puis à 2050 sont très ambitieux. Donc, il faut aider les industriels à implémenter ces solutions sur leur site. Et donc, ça passe par ces 2 appels à projets qui sont... un premier appel à projet qui est en cours de construction actuellement, qui est un petit peu la suite de ce qu'on a connu sur le Fonds décarbonation de l'industrie dans le cadre du plan de relance, donc pour le soutien au déploiement de solutions matures de décarbonation dans des projets avec une certaine ambition, mais relativement on va dire de taille moyenne. Et puis ensuite, il y a un autre dispositif qui
cette fois-ci plus important, en tout cas, qui va aller adresser la décarbonation profonde vraiment des sites les plus émetteurs en France. Et ça, c'est un dispositif qui demande à être construit un peu plus dans le temps, en tout cas sur l'année 2022, et qu'on espère effectivement voir sortir de terre dans le courant de l'année pour aller, encore une fois, décarboner de manière profonde les sites les plus émetteurs en France ça va appeler en tout cas souvent des changements de procédés assez drastiques. Eh bien, espérons-le. Alors, merci à vous. On a tout vu à peu près là, sur la décarbonation de l'industrie, Florent, à peu près du côté de l'ADEME. On a tout vu à peu près oui, là, effectivement, oui, tout à fait. On peut passer, je pense, à l'aspect hydrogène, qui est aussi un levier vraiment intéressant pour décarboner les sites industriels. Oui, exactement. Alors, j'en profite pour dire que vous avez l'occasion là de poser vos questions. Et puis, les experts de l'ADEME et de Deloitte tâcheront d'y répondre en direct, si on a le temps, ou alors plus personnellement, à l'issue de l'émission. Alors, justement, on voit le slide suivant sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un plan considérable dans 2030. L'idée, c'est d'être le leader. Le président Macron l'avait dit, un des pays leaders, évidemment, en matière d'hydrogène vert. Juliette, je me tourne à nouveau vers vous. C'est un vecteur au potentiel très, très important avec lequel on peut avoir des résultats pour la décarbonation de l'industrie et plus largement de l'économie. Oui, tout à fait. L'hydrogène, c'est un pan très important du programme France 2030 parce que c'est un vecteur d'énergie qui va nous permettre de décarboner l'économie, exactement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on avait fait le choix de se lancer très tôt sur ce sujet de l'hydrogène avec un premier plan dès 2018. Et donc là, dans le cadre de France 2030, c'est 7 milliards d'euros qui ont été annoncés pour continuer de soutenir cette filière. Donc les principaux objectifs, c'est déjà de produire en France cet hydrogène décarboné, donc via l'installation de nombreux électrolyseurs qui vont le produire pour nos industriels et pour d'autres usages. Également le développement de la mobilité lourde, donc vraiment on parle de poids lourds, trains, navires pour lesquels l'usage de l'hydrogène est pertinent. Et puis en objectif sous-jacent à ça, il y a évidemment les questions de souveraineté nationale, avec donc le souhait de pouvoir produire en France tous ces électrolyseurs et puis ces composants clés pour la mobilité lourde aussi. Oui, c'est ce que disait effectivement le président Macron, c'est être leader sur l'ensemble de la chaîne. Alors, vous nous avez préparé, je crois, un petit slide sur ce qui existe donc au sein de l'ADEME et en dehors de l'ADEME, d'ailleurs, à travers France 2030, à travers un certain nombre de dispositifs, c'est ça? Oui, allons-y, on va regarder le slide, voilà, le voici. Merci. Donc, en termes de dispositifs de soutien, donc, on en a plusieurs à l'ADEME. Donc, déjà, un dispositif qui cible les projets d'innovation. Donc c'est l'AP Briques et démonstrateur H2. Donc c'est un appel à projet qui soutient des composants hydrogène ou des systèmes innovants hydrogène, le développement de pilotes, par exemple dans les secteurs de l'industrie ou des réseaux, ou encore le développement de nouveaux véhicules hydrogène. Donc là, on est vraiment sur des projets d'envergure supérieure à 2 millions d'euros de budget. Et donc, il est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2022. On a également un autre dispositif qui est sur le déploiement, qui est clos actuellement, mais il sera réouvert prochainement, qui soutient les infrastructures de production d'hydrogène, donc que ce soit pour des usages industrie ou mobilité. Donc c'est l'appel à projet écosystèmes territoriaux. Et également deux autres dispositifs qui sont vraiment en lien, que sont donc l'IPCEI, donc c'est les projets importants d'intérêt européen commun. Donc ça c'est hors ADEME en quelque sorte. C'est hors ADEME, mais évidemment on est impliqué parce qu'il y a des liens très forts avec ce qu'on fait à l'ADEME. Ouais. Donc ce PIEC qui est clos actuellement, en fait soutient des projets, donc que ce soit par exemple des usines d'électrolyseurs. Je parlais tout à l'heure de production en France, ou ça peut être aussi des projets d'envergure qui vont produire de l'hydrogène pour l'industrie. Donc 15 projets ont été annoncés par Bruno Le Maire en février dernier, et d'autres sont encore en construction aussi. Et puis également en construction un dispositif de soutien, un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène qui sortira également prochainement. Bon, parfait. Merci pour ce bon résumé, ce panorama sur ce qui est possible en matière d'hydrogène. Alors, on va passer à notre troisième thématique avec les experts de l'ADEME. Donc, il y avait la décarbonation de l'industrie, l'hydrogène, et puis les ENR. Et je me tourne vers vous à nouveau, donc à Angers en duplex, Florent Villard. Les ENR, finalement, on voit beaucoup les panneaux photovoltaïques, on voit beaucoup l'éolien, et on fait beaucoup le lien avec, évidemment, la consommation des particuliers. Mais les ENR, évidemment, participent pleinement à la décarbonation de l'industrie, je crois. On peut le rappeler, je crois.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que les ENR, ça va permettre d'adresser deux volets de la décarbonation de l'industrie. Le premier volet, c'est la décarbonation de la chaleur, qui est un des points clés dans les procédés de beaucoup d'industries. Je pense au papier, au sucre, par exemple. Donc, avoir recours à des énergies thermiques renouvelables, c'est très important, comme par exemple la biomasse, mais il n'y a pas que celle-ci. Et puis l'autre aspect, c'est on est en train de tendre vers une électrification massive de l'industrie, avec beaucoup de passage du gaz ou du charbon au vecteur électrique, ce qui va accroître le besoin en électricité, et il va falloir à la fois répondre à cet accroissement du besoin électrique et à la fois le décarboner, et les énergies renouvelables ont toute leur place pour assurer la décarbonation de ce mix électrique français. Absolument, merci à vous Florent. Donc Juliette, à nouveau je me tourne vers vous. En matière d'ENR, qu'est-ce qui est finalement suivi par l'ADEME plus particulièrement ? Oui, donc dans le cadre de France 2030, le président de la République avait détaillé donc les nouvelles orientations de la politique énergétique française. Donc c'est une politique qui se veut écologique, donc évidemment l'ADEME va avoir une place là-dedans. Ouais. Donc, écologique, souveraine et créatrice d'emplois. C'est un peu les trois piliers. Donc cette politique, elle a pour ambition l'indépendance énergétique de la France et la réindustrialisation. Donc on retrouve, comme sur l'hydrogène, ces deux aspects. Et c'est vrai qu'au-delà de la réduction de nos consommations d'énergétique ou la question du nucléaire qui sera abordée après, l'indépendance énergétique, elle repose en partie sur notre augmentation, l'augmentation de nos capacités de production d'énergie renouvelable. Donc France 2030 va consacrer près d'1 milliard d'euros à ce sujet, qui vont être opérés par l'ADEME donc dans plusieurs dispositifs qu'on va voir. Donc d'une part, c'est le soutien à l'innovation dans trois domaines que sont le photovoltaïque, l'éolien flottant et puis les réseaux énergétiques. Et puis d'autre part, le soutien des industriels donc pour la réindustrialisation, des industries qui vont produire en France donc des composants clés pour les ENR. Ça peut être par exemple des pales d'éoliennes, des modules photovoltaïques. C'est un sujet très important, évidemment, de souveraineté industrielle. Je crois qu'on nous a préparé un petit slide, voilà, on le voit, sur notamment sous l'angle innovation. Est-ce que vous voulez nous le détailler un petit peu, ce qu'il faut retenir? Énergie renouvelable, innovation, Juliette? Oui, donc sur l'innovation, on a deux dispositifs qui sont ouverts actuellement. Donc le premier, on est là encore, comme pour l'hydrogène, sur des projets d'envergure, donc des gros projets industriels qui vont cibler donc pour l'innovation le photovoltaïque, les réseaux énergétiques et l'éolien flottant, comme je le disais. Donc il est actuellement ouvert, vous aurez tous les contacts sur la présentation. Et puis un autre qui est dédié aux PME, donc toujours pour le développement de projets innovants, cette fois-ci dédié aux PME, avec donc des montants un peu plus petits, puisque les projets peuvent commencer à partir de 300 000 euros. Alors, sous l'angle industrialisation, là aussi, vous nous avez préparé un petit slide, et on le disait tout à l'heure, question de souveraineté, de ne pas répéter en quelque sorte les erreurs qui ont pu être faites, par exemple, à une époque, sur les panneaux photovoltaïques, qu'on a complètement abandonnés aux Chinois, notamment. Là, aujourd'hui, on essaie d'être beaucoup plus sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et ça va se traduire dans les programmes d'industrialisation qui prennent en compte cette nouvelle dimension de souveraineté, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc, sur l'industrialisation, on vise vraiment à soutenir des industries qui vont proposer des projets risqués, donc avec une haute valeur technologique. Ça peut être aussi bien des créations que des diversifications, par exemple, de lignes de production, donc qui vont fabriquer les composants qui seront utilisés demain pour cette indépendance énergétique. Et l'idée, évidemment, c'est de ne pas les importer, mais au maximum de les produire chez nous. Eh bien, parfait. Merci à vous, Juliette, donc, sur cet angle hydrogène, ENR. Florent, l'angle décarbonation de l'industrie. Restez avec nous, parce qu'on aura peut-être des questions là, de la part de nos internautes qui nous écoutent. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer des questions. On essaiera d'y répondre en direct avec les experts de l'ADEME et de Deloitte. Alors, mon cher Rémi Barnéou, je me tourne vers vous parce qu'on va parler du financement européen de la transition énergétique avec son fameux volet Innovation Fund, qui est quand même assez connu aujourd'hui, son fonds de l'innovation. Comment ça se décline? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Je sais que vous avez préparé un slide, voilà, on le voit à l'écran. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce fonds européen de l'innovation, Rémi? Alors, c'est un fonds extrêmement généreux. C'est un fonds doté donc de 10 milliards d'euros qui durera jusqu'en 2030. Sa particularité, c'était alors que Horizon Europe va financer des projets de recherche plus en amont et que le CEF, donc Connecting Europe Facility, va financer des projets beaucoup plus en aval, en industrialisation, en commercialisation, l'Innovation Fund vient un petit peu faire le lien entre au milieu, alors, Exactement. Et
ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un financement très généreux qui peut aller jusqu'à 60% des dépenses de CAPEX, 60% des dépenses, le différentiel en fait entre la technologie innovante mise en place et la technologie classique. On a tout vu à peu près sur le slide. Bon, les gens peuvent le lire. Hein. Donc, c'est généreux, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et on est sur des gros montants. Voilà, une grosse proportion et des gros montants. Alors, je crois que vous avez préparé un petit slide suivant sur les premiers appels à projets, ceux de 2021, hein, sur les projets à grande échelle. Parce qu'il y a projets à petite échelle et projets à grande échelle. C'est plus de combien les projets à grande échelle? Alors, les projets à grande échelle, c'est de plus de 7,5 millions d'euros. C'est ça. Les projets à petite échelle, inférieurs à 7,5 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un appel à projet qui est ouvert en ce moment et qui finira le 31 août. Bon, donc, appel aux industries intéressées. Et absolument. Alors, on va rester là sur les projets à grande échelle, hein, les premiers appels à projets, donc 2021. Bon, on l'a dit, généreux, forte proportion, mais ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il y a une grosse sélectivité quand même, une grosse sélection et une grosse concurrence, entre guillemets, entre projets. Là aussi, on voit sur le slide. Hein. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout à fait. Alors, il y a 7 projets qui ont gagné donc le premier appel à projet et qui ont remporté collectivement 1,1 milliard d'euros. Donc, on voit une moyenne de 150 millions d'euros, c'est très généreux, mais on voit aussi qu'il n'y a que 7 projets sur les 311 du départ. Donc c'est un taux de réussite de 2,2%, ce qui est le taux le plus bas des dispositifs européens, qui sont déjà assez compétitifs. C'est pas un peu trop, en quelque sorte? C'est peut-être qu'on a un peu trop serré la vis, non? En fait, on va le voir un petit peu après. Je pense que l'industrie s'en est rendu compte et il y a moins d'appels à projets pour le deuxième. Réponse pour le deuxième. Ce qu'il faut savoir aussi, hein, Rémi Barnéou, c'est qu'il y a une forte surreprésentation des projets de capture. Hein, qui sont évidemment des gros projets sur lesquels on peut avoir une certaine efficacité, évidemment, pour la lutte contre les gaz à effet de serre. Là aussi, on voit le slide. Comment vous l'expliquez, cette forte surreprésentation des procédés de captage? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les 5 critères de sélection des projets de l'Innovation Fund, un des critères très importants, c'est la quantité de gaz à effet de serre qui est économisée. Donc ces projets-là vont avoir tendance à faire des grosses économies. Souvent, dans des projets qui ont été déposés, il y avait aussi une combinaison d'utilisation d'énergie renouvelable et de carbon capture, donc ce qui fait que ces projets-là sont un peu plus... on peut espérer en tout cas peut-être un lissage à venir dans les années prochaines. D'un point de vue géographique, alors ça m'a étonné quand on en a un peu discuté pour préparer cette émission, parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de projets en France. On va le voir, hein, il y en a qu'un seul en France, il n'y en a pas en Allemagne. Alors ça paraît quand même assez incroyable quand on connaît la puissance industrielle de l'Allemagne. Et beaucoup en Scandinavie, ça c'est moins surprenant parce qu'on sait qu'ils sont très innovants en la matière. Voilà, si vous voulez un peu, je ne sais pas, en France, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous avez du biscuit sur la France, par exemple? Alors le projet qui a été retenu là, pour le premier appel à projet était le projet qui s'appelle Cassis. C'est un projet avec Ekiom et Air Liquide. C'est un projet d'une cimenterie neutre en carbone. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, en fait, c'est qu'il y avait de capture de carbone, il y avait une modification des procédés industriels et aussi utilisation de carburant biomasse. Donc voilà, c'est un projet qui répondait un petit peu à tous les critères. Effectivement, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de projet allemand. On peut peut-être imaginer que dans le prochain appel à projet, il y aura peut-être un certain rééquilibrage. Surtout en fonction de la situation actuelle que l'on connaît, où l'Allemagne, la Belgique, les pays d'Europe de l'Est sont très fortement du gaz russe, dépendants du gaz russe. Donc il est temps de se réveiller et peut-être que ça va se traduire dans les prochains appels à projets. Justement, et puis on l'a dit, la Scandinavie, très vertueuse en la matière. Alors justement, vous me tendez la perche, on peut s'attendre à quoi sur les appels à projets 2 et 3 dans la nomenclature à venir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Là aussi, je crois qu'on a un petit slide, voilà, messieurs, si on peut le diffuser. Voilà, donc ça ce sont en fait les projets qui ont été déposés au 3 mars pour le deuxième appel à projet. Ce qu'on peut constater, en fait, d'abord, il n'y a que 138 projets qui ont été déposés versus 311 au premier appel. Donc on peut s'attendre à ce que le taux de succès sera un peu plus élevé parce qu'il y aura à peu près 1 milliard d'euros qui sera distribué. Ce qu'on voit aussi, c'est une très grande majorité de projets qui sont pour les industries
industries qui utilisent beaucoup d'énergie, 104 sur 138. Donc on peut s'attendre qu'il y ait des projets dans ce domaine-là, et qui va aussi en lien avec ce que Juliette a expliqué avec la position de l'ADEME, qui est d'essayer de faire diminuer la consommation énergétique et la réduction des gaz à effet de serre pour ces grosses industries. Les énergies intensives, ce qu'on appelle les énergies intensives, les industries énergie intensives. Alors, on aura les questions là dans quelques instants. Juste un peu avant, on a tout vu à peu près là, Rémi, sur donc, ce gros Innovation Fund. Alors, je me tourne un peu vers nos amis de l'ADEME, là, vers Juliette et puis vers Florence, si l'un de vous deux veut y répondre. On a vu là les potentiels donc, de financement par le Fonds de l'innovation européenne. Hein. Les démarches, finalement, avec les dispositifs de l'ADEME, est-ce qu'on peut dire que c'est complémentaire, c'est parallèle, c'est en concurrence? Comment on peut résumer ça, Juliette? Oui, en fait, c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait combiner une candidature à l'Innovation Fund avec un soutien dans France 2030. Donc voilà, pour les entreprises qui nous regardent, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, nous en parler. Et notamment parce que ça constitue également un avantage du point de vue de la Commission que le projet soit soutenu par l'État. Par son État français, par exemple. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à essayer de combiner les deux. Bon, parfait. Allez, il y a une première question qui nous est apparue là sur le chat, à travers la plateforme. Alors, des appels à projets de soutien à l'industrialisation, financement de l'équipement productif, nous dit-on, sont-ils prévus dans l'ensemble des thématiques de France 2030 ? Mobilité verte, agroalimentaire, etc., etc. On repart avec vous, Juliette, ou plutôt Florent? Juliette? Non, je peux prendre cette question, oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est pas forcément, on va pas forcément cocher tous les secteurs avec un appel à projet dédié. France 2030 a été construit suite à l'élaboration de stratégies, donc c'est pour ça qu'il y a des focus qui sont faits sur certains secteurs. On a parlé de l'hydrogène, des ENR, etc. Donc on ne trouvera pas forcément exactement la même chose pour tous les secteurs. Cela dit, il y a quand même pas mal d'appels à projets sur ces sujets d'industrialisation. Je pense notamment à celui de BPI France qui s'appelle Nouvelle Usine. Donc il y a quand même pas mal de soutiens qui vont être donnés pour l'industrialisation. Donc il faut regarder tout ce qui sort, notamment chez l'ADEME et chez BPI. Bon, parfait. Est-ce qu'on a encore une deuxième question, messieurs? Sinon, n'hésitez pas à nous la faire passer si on en a une deuxième qui apparaît. Florent, voilà, tiens. Finalement, quelle thématique de financement rencontre le plus de succès et lesquels finalement sont moins mobilisés, nous demande un internaute. Florent, est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Quelle thématique de financement rencontre le plus de succès et lesquels sont moins mobilisés? Alors, si en termes de thématique de financement, on entend quels appels à projets, moi ce que j'observe, c'est effectivement aujourd'hui, on a quand même beaucoup de monde qui vient solliciter les aides au déploiement, donc les aides à l'investissement. Mais les appels à projets concernant l'innovation et l'industrialisation sont assez récents, donc il y a peut-être aussi un manque de visibilité sur ces appels à projets, et c'est aussi pourquoi on est là aujourd'hui avec Juliette. Par contre la question c'est plus quelle thématique de décarbonation on voit le plus dans les projets qu'on soutient, ça reste essentiellement aujourd'hui de l'efficacité énergétique, mais on voit bien monter en charge la question de l'électrification et de la modification des procédés. Et c'est en général sur ces deux thématiques-là qu'on réalise des meilleures performances de décarbonation. Allez, j'ai une dernière question peut-être sur intéressant, ça, ce que nous écrit aussi un internaute. J'en profite pour dire que vous êtes près de 150 qui vous êtes branchés aujourd'hui pour cette émission, cette webconférence de Deloitte en partenariat avec l'ADEME. Alors justement, dans quelle mesure l'ADEME et les intervenants sur un dossier sont-ils soumis à une obligation de confidentialité? Juliette, est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus ou pas? C'est une question très intéressante et surtout très importante, et donc c'est parfait. Oui, il faut bien rappeler que toutes les personnes de l'ADEME qui sont amenées à travailler sur ces questions, on sait qu'il y a des questions industrielles sensibles, on a l'expérience de plus de 10 ans du PIA derrière nous aussi. Évidemment, on est soumis à une obligation de confidentialité qui est forte, et les informations ne sont transmises qu'à un cercle assez fermé d'instructeurs ou de quelques représentants des ministères qui sont dans les comités. Donc évidemment, on a cette obligation, c'est inscrit dans nos accords avec l'État en tant qu'opérateur, donc il faut être vraiment très tranquille là-dessus. Ne pas hésiter à aller sonner à la porte de l'ADEME, que ce soit à Paris ou à Angers. Merci à tous les... Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a d'autres, mais qui arrivent on est un peu pris par le temps, donc vous pourrez y répondre à l'issue
de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir été en notre compagnie. Donc, Juliette Donneau, responsable financement innovation à l'ADEME. Et puis vous, donc, en direct depuis Angers, Florent Villard, coordinateur des appels à projets sous l'angle procédé, beaucoup, on le disait, du Fonds de décarbonation de l'industrie à l'ADEME. Merci à tous les deux. Et Rémi, nous allons poursuivre sous l'angle plutôt de la souveraineté. Vous l'évoquiez, la souveraineté énergétique. Et quand on pense à souveraineté énergétique dans notre pays, on pense évidemment au nucléaire, avec, est-ce la relance du nucléaire à la française? En tout cas, un plan très ambitieux qui a été présenté par le président Macron à Belfort. Il y a quelques grosses semaines. Alors, est-ce que vous voulez nous résumer en quelque sorte, et puis après on verra en quoi ça peut intéresser évidemment les industriels et à travers quel financement public. Et si on peut un peu synthétiser, là on a préparé un premier slide. Bon, c'est vraiment, on le disait, un gros projet. Il y a par exemple 6 centrales qui sont prévues en ENR, 52 milliards, peut-être 14 réacteurs supplémentaires en ENR. Enfin voilà, c'est un gros projet. Oui, en fait, pour compléter, Juliette en a parlé, on parle de 100 gigawatts d'énergie solaire à créer, plus de 50 parcs éoliens offshore. Mais si on se concentre sur la partie nucléaire, c'est d'abord la construction de 6 EPR de deuxième génération. C'est ça. Donc pas l'EPR Flamanville, mais de nouvelle génération. 3 paires. Voilà, et plus éventuellement 8 en études. Plus, alors, et on va en parler un petit peu plus tard, un programme de développement de petits réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est quelque chose de les réacteurs modulaires, mais ça aussi, on va en parler un peu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Parce que beaucoup pensent que c'est un gisement et que c'est de nouveaux procédés nucléaires qui peuvent véritablement relancer la filière en France, mais pas seulement d'ailleurs, aussi à l'international. Et peut-être qu'on peut avoir, nous, notre expertise en la matière à déployer à l'international. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, il y a un deuxième slide qu'on voit, c'est que l'Union européenne, alors ça a été diversement apprécié politiquement, mais a octroyé un label vert au gaz, sous la pression des Allemands, mais aussi au nucléaire. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le nucléaire est considéré comme une énergie renouvelable, enfin une énergie verte, et que donc, qu'est-ce que ça change en termes de financement? Est-ce que ce sont plus de financements européens, plus de financements nationaux qui seront donc permis par les règles du marché unique? En fait, il y a déjà un programme nucléaire européen qui existe, qui s'appelle Euratom, mais qui est très axé sur la recherche amont. Entre autres, c'est le programme qui finance l'ITER en France, le réacteur qui cherche à faire la fusion nucléaire. Mais ça, je dirais que c'est la vision à 20, 30, voire 40 ans. En fait. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre aux États membres de l'Union européenne d'apporter un financement à des programmes de développement nucléaire, chose qui était plus difficile avant, sans ce label vert, en fait. C'est ça, donc des financements nationaux, voilà. Beaucoup. Alors, on va passer aux appels à projets dans le cadre donc, de France 2030, notamment sur les réacteurs nucléaires innovants, autres que les EPR. Je schématise un peu, mais pour que nos internautes s'y retrouvent. Je crois que vous avez préparé, là aussi, un petit slide. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à savoir dans ces mini-centrales? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces mini-centrales modulaires dont on parle beaucoup? C'est des gros projets. À chaque fois, combien ça coûte? Par exemple, je ne sais pas, une centrale. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en financement derrière, Rémi? Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle des mini-centrales, c'est des centrales qui vont de quelques dizaines de mégawatts à 300 mégawatts. Donc, c'est relativement modestes qui peuvent permettre, par exemple, d'alimenter une communauté, un petit village ou une petite ville. Une grosse usine. Une très grosse usine. Dans l'aluminium, voilà. Et donc, le but de l'État, ici, c'est de développer un nouvel écosystème de start-up nucléaire, en fait, de start-up de développement de ce petit type de centrale. C'est pour ça qu'on a 1 milliard d'euros, dont 500 millions pour le projet de Neward, donc EDF, de mini-centrale, qui a démarré il y a quelques années. Mais pour les 500 millions qui restent, donc il y a ce programme qui est décliné en 3 étapes. D'accord. Donc, première phase, c'est une phase, on va dire, de maturation initiale. Et là, donc, jusqu'à 10 millions d'euros par projet peuvent être financés. Au bout de 2 ans, donc ça, l'appel à projet est ouvert en ce moment, donc en 2022. En 2024, il y aura une deuxième phase pour passer à la preuve de concept.
Et là, donc, un niveau un peu plus avancé. Et là, c'est jusqu'à 80 millions d'euros par projet qui pourront être financés. Et finalement, la dernière étape, en 2026, la phase de prototypage où les entreprises pourront développer leur premier prototype fonctionnel de mini-réacteurs nucléaires. Là, c'est jusqu'à 300 millions d'euros par projet qui pourra être financé. Alors, Rémi, pour rester un peu dans notre sujet aujourd'hui des transitions, finalement, quel est l'aspect environnemental? Y a-t-il des services environnementaux dans ces problématiques de mini-centrales nucléaires donc composables, modulables, etc., que les industriels peuvent apporter et donc être financés? Effectivement. Alors, comme vous le savez, l'énergie nucléaire est une énergie neutre en carbone, mais par exemple, le gros défaut, c'est qu'elle génère des déchets extrêmement dangereux. Donc, dans l'appel à projet de France 2030, il y a effectivement il y a 2 sujets sur l'amélioration de la gestion des déchets et sur le développement d'un véritable cycle de réutilisation des déchets. On a par exemple des sociétés qui travaillent pour utiliser les déchets de plutonium, utiliser ces déchets, donc des EPR ou des autres centrales habituelles de plutonium, et de les utiliser comme carburant pour leur propre utilisation. Donc on va pour créer des déchets radioactifs qui, eux, à la fin du cycle, seront utilisés pour l'industrie médicale. Donc il y a vraiment un cercle vertueux, même au niveau de la gestion des déchets nucléaires, qui est en train de se bâtir en France. Un cercle vertueux donc au niveau du nucléaire, en quelque sorte. Eh bien, merci à vous. Donc on n'oubliera pas, on l'a dit, les centrales éoliennes flottantes, un programme très très ambitieux, le photovoltaïque évidemment, et puis les éoliennes. Même sur les éoliennes, il y en a un peu moins, peut-être pour des raisons politiques. Disons que le rythme a été un peu ralenti, en quelque sorte, pour des raisons d'acceptation sociale. Le rythme de développement a peut-être été ralenti, mais on reste sur des ambitions très très importantes en la matière. Merci à vous, Rémi. On se retrouve dans un instant pour notre dernière séquence avec Romuald Reculé de chez Deloitte. On va parler de la transition digitale, qui est un pan très important, évidemment, pour obtenir des résultats. À tout de suite. Voilà, bien, on se retrouve pour notre dernière séquence sur le digital, la transition digitale, avec Romuald Reculé, directeur chez Deloitte, donc avocat, basé à Lyon, mais vous avez fait le déplacement. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Donc, vous qui êtes ingénieur de formation, alors on va s'intéresser au financement de la transition digitale avec un aspect européen, avec le programme Digital Europe, et puis un aspect peut-être plus national, le programme, donc le plan digital français, oui. Et on fera un coup de projecteur, si vous voulez bien, sur l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi ce focus à propos du digital, dans le sujet de transition, finalement, pour planter le décor, parce que je vous pose cette question, parce que quand on évoque, évidemment, les subventions, on pense plus à la transition énergétique, ou qu'à la transition numérique, à proprement parler. Je crois que vous avez quelques éléments de réponse à travers le slide qu'on voit, justement, là-dessus, et qui fait que c'est important, évidemment, et qu'on a un certain retard de s'intéresser à la transition numérique. Ouais, tout à fait. Le digital, c'est une opportunité. C'est un peu le défi de la génération actuelle. On sait que ça a transformé nos modes de travail, de communication. Ça révolutionne un petit peu les structures et la chaîne de valeur. Et notamment, ces 2 dernières années, pendant la pandémie, on a bien vu que c'était un outil nécessaire. Oui. Donc très important. Alors,
En plus, on peut effectivement se dire que le digital, puisqu'il y a une étude qui a été faite en 2015, est un outil écologique, parce qu'il va permettre de réduire des émissions de gaz à effet de serre, sur le CO2 notamment. Et il y a une étude par le GESI qui a été faite, qui montre qu'on pourrait économiser, grâce au digital, jusqu'à 12 gigatonnes de CO2, donc ce qui est considérable. Donc c'est aussi un outil écologique, hein, c'est un vecteur de cette transformation. Et si on fait le bilan aujourd'hui, vous parliez de l'Europe et de la France, et qu'on se compare aux autres régions du monde, on constate qu'effectivement l'Europe a du retard. 2 indicateurs. Oui. Le premier sur la transformation de start-up en licorne. On voit que les États-Unis, qui soutiennent très fortement ce secteur, font beaucoup de transformations. L'Europe a beaucoup de retard, on le voit sur le slide. Et deuxième indicateur, c'est l'investissement dans le digital, qui culturellement en Europe n'est pas fort, puisque par rapport au PIB, le taux d'investissement dans le digital en Europe tourne autour de 2% maintenant. Alors que si on compare par exemple en Asie, le Japon ou les États-Unis, eux ils sont déjà au-delà de 3%. Alors, mon cher Romuald, Digital Europe, c'est 7,5 milliards d'euros, donc on est sur des gros chiffres, hein, c'est un ensemble de lignes, hein, de subventions dédiées donc, au financement des investissements numériques. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Il y a le supercalcul, oui. Il y a l'intelligence artificielle, bon, ça on en parlera un peu plus longuement aussi, si vous voulez, plus tard. Il y a la cybersécurité, il y a les compétences numériques avancées, parce que ça, on n'y pense pas. Il y a d'acquérir, évidemment, les compétences, et ça coûte cher. Alors, question toute bête, à qui ça s'adresse et comment on y accède? Et si vous voulez faire un focus sur 1 ou 2 points Plan Digital Europe, tout à fait, 7 milliards. Ça s'adresse principalement aux petites, moyennes entreprises, mais aussi à certaines ETI. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de transformer, le passage à l'échelle, de transformer les startups en licornes. Donc c'est principalement adressé vers elles, mais certains appels à projets sont dédiés aux ETI. Effectivement, plusieurs axes, le HPC, le supercalculateur, la cybersécurité pour protéger l'Europe. Ça s'adresse donc aux entreprises situées dans l'Union européenne. Et l'idée, chaque fois qu'on a un appel à projet européen, c'est de la collaboration, donc de travailler à plusieurs, donc de répondre à ces appels à projets à plusieurs. Il y a quelques appels à projets qui seront dédiés pour des monopartenaires, mais principalement alors, est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 exemples? Je ne sais pas, là, sur l'Internet industriel des objets, on en parle beaucoup, et je pense que ça peut intéresser nos internautes, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, là? L'Internet des objets, ça se rapporte à l'intelligence artificielle, donc je le garderai peut-être pour tout à l'heure. Je propose de parler de l'HPC, qui est le plus gros budget. Hein, ça, c'est le supercalculateur. Tout à fait. Tout à fait. Là, l'idée de l'Europe, c'est aussi de travailler sur toute la chaîne de valeur, donc des microprocesseurs, donc du matériel, du hardware, où il va falloir travailler sur donc, la puissance de ces processeurs, la gestion de la mémoire, la puissance de consommation, puisqu'il va falloir la réduire. Hein, c'est pas... On a dit que c'est un outil écologique, donc ce n'est pas l'occasion de démultiplier la consommation énergétique. Et oui, on le voyait avec les data centers, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses, oui. Donc là, effectivement, en termes de puissance de calcul, aujourd'hui, on est à 10 puissance 15. On est dans et on vise l'exascale, l'exaflop, donc à passer à des échelles de 10 puissance 18. D'accord. Alors, on va passer peut-être au niveau français, avec le plan digital de France 2030, et puis... Et après, on fera un focus sur l'intelligence artificielle avec, vous avez raison de le préciser, sur l'Internet des objets, hein, notamment d'un point de vue industriel. L'Internet industriel des objets, bon, c'est l'usine 4.0, hein, évidemment. Alors, le plan digital français, est-ce que ce n'est pas un peu redondant avec le plan européen? Est-ce qu'on s'y perd pas un peu? Même si, évidemment, il y a des considérations de souveraineté nationale, hein, qui ont leurs importances, et d'où ces plans, évidemment, nationaux. Ou au contraire, est-ce que ces deux sont complémentaires? Qu'est-ce qu'il faut en dire? Là aussi, je crois que vous avez préparé un petit slide. Un petit slide, oui, qui présente un petit peu la transition digitale en France. C'est complémentaire, hein. Alors, c'est un petit peu le petit frère, c'est le petit frère, c'est complémentaire. C'est toujours complémentaire d'avoir un petit frère aussi. C'est ça, donc une particularité, c'est vrai que la France, en termes de digital, est un peu en retard en Europe. Et l'objectif du gouvernement, c'est de passer sur la première marche du podium. Donc, tout à l'heure, Juliette parlait de l'ambition de France 2030, mieux vivre, mieux produire, mieux consommer. Pas mieux consommer, mieux comprendre, pardon. Ce qui équivaut à mieux consommer, finalement. Quelque part. Et derrière ces 3 méta-objectifs, il y a 5 conditions. Parmi les 5 conditions, il y a le digital, qui est maîtriser les technologies numériques souveraines et sûres, qui s'adresse sur 5 secteurs, 5 piliers. Le cloud, donc tout ce qui est virtualisation. Le quantique, la puissance de calcul, donc on revient sur le supercalculateur. L'intelligence artificielle, dont on parlera tout à l'heure. La cybersécurité, la protection des données, et la télécommunication.
Et sur ces 5 piliers, ils vont s'adresser, l'objectif du plan France 2030, c'est de s'appliquer sur 3 secteurs principalement. L'agriculture, pour être plus performant, pour mieux comprendre comment maîtriser l'outil de... Et puis aller vers l'agriculture raisonnée, évidemment. Tout à fait. La santé, qu'il a mieux vivre, et puis mieux comprendre et mieux produire avec l'industrie. Donc là, il y aura de l'IoT, effectivement. Alors, finalement, ce focus, s'il fallait en retenir un seul, c'est le focus, évidemment, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur aujourd'hui, ce serait celui de l'intelligence artificielle et comment on peut effectivement impacter l'Internet des objets. Alors, première question, avant qu'on entre un peu dans le détail, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retard aujourd'hui français par rapport à nos grands concurrents américains, chinois, voire allemands ou britanniques? Tout à fait. Il y a effectivement un retard. Alors, le plan intelligence artificielle en France a déjà commencé. Il y a eu une première phase qui a eu lieu avec un budget de 1,5 milliard, qui a donné de très bons résultats, puisqu'il y a au moins 6 licornes qui sont nées de ce plan-là en France, donc ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on passe l'accélérateur pour justement rattraper, alors on ne va pas tout de suite rattraper, mais réduire l'écart avec les Américains, les Chinois, et les Anglais notamment en Europe, puisqu'on passe à un budget de 2,2 milliards sur les 3 prochaines années. Et notamment, là, il y a un appel à projet qui est ouvert. Alors la particularité, c'est maintenant les appels à projet, il y avait une notion de temporalité. Il fallait que l'appel à projet corresponde à votre niveau de développement dans l'entreprise. Aujourd'hui, il propose toujours plusieurs phases. D'ailleurs, c'est comme Rémi tout à l'heure représenté sur les réacteurs nucléaires, il y a 3 phases. On pourra répondre aux 3 phases. Là, il y a 2 volets. 2 volets en France. Il y a le volet démonstration. Donc vous avez déjà un certain niveau technologique qui fonctionne et vous voulez apporter sur le marché un prototype, montrer que ça fonctionne. Et il y a un autre volet, le volet maturation. Vous êtes dans la phase de recherche et de développement, donc des TRL plus bas. Et donc là, il y a le deuxième volet, le volet B, de maturation, sur lequel vous pouvez vous positionner, sachant que cet appel à projet est ouvert jusqu'à octobre 2022. Bon, donc on le voit là en termes de contenu et en termes de subventions, parce que c'est ça aussi qui intéresse les entreprises. Bon, on est sur des montants sympathiques finalement, il y a des choses, il y a du potentiel, oui, il faut s'y plonger. Il faut s'y plonger, oui. En fait, donc selon votre profil, si vous êtes petite, moyenne entreprise, vous allez avoir un financement plus important que si vous êtes grande entreprise, un taux de financement. Par contre, il faut apporter une assiette importante, puisque sur le volet A, on parle de base 4 millions d'euros. Sur le volet B, on parle de 2 millions si vous êtes monopartenaire. Si vous êtes en collaboration, c'est à nouveau 4 millions. Donc il faut au moins avoir ces budgets-là pour rentrer dans l'appel à projet. Romuald, au-delà du discours, donc on l'a dit, donc contenu, subvention, etc. Vous, par exemple, chez Deloitte, parmi vos clients, est-ce que vous pouvez donner un exemple sur lequel, avec votre client, vous travaillez, par exemple, sur le sujet de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut, on n'est pas obligé de citer le client, mais dans quel domaine, quel profil, quel type? Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est imiter l'homme. Donc imiter l'homme, c'est être capable de reconnaître de la voix, reconnaître des caractères, reconnaître toutes sortes de choses et d'avoir une réaction automatique là-dessus. Oui, et raisonnable et sensé, oui. Toujours, oui. Donc notamment dans l'industrie aujourd'hui, vous parliez d'IoT, de IIoT, l'Internet des objets dans l'industrie, pour l'industrie 4.0. Là, c'est de comprendre quel est mon outil de production et réussir à mesurer tous les paramètres, tous les indices qui derrière me permettent de comprendre et d'améliorer mon processus. Et donc là-dessus, effectivement, nous on accompagne une société qui est toute petite, toute jeune, toute récente, et qui a des résultats extraordinaires, qui réussit, grâce à des algorithmes très performants, à traiter une volumétrie de données extrêmement rapidement. Donc ça, c'est très intéressant. Et à sortir des KPI, des indicateurs, qui permettent d'améliorer l'outil de production. Et vous allez les accompagner en les accompagnant donc à s'y retrouver dans la législation, les dispositifs, les subventions, les dossiers à déposer, etc. C'est ça? C'est ça. Nous, on comprend. Donc, moi, en tant qu'ingénieur, je comprends l'aspect technique et technologique de leur solution. Et ensuite, on les aide à se positionner sur les bons appels à projets ou sur d'autres types de financement qui permettent d'accélérer leur R&D et même leur déploiement. Maintenant, on voit effectivement que la démonstration est aussi un... Et avec le soutien des équipes donc de Deloitte Avocat. Bon, parfait. Est-ce qu'on a tout vu, Romuald reculé sur la digitalisation? Bon, on l'a dit, contrairement à ce qu'on peut croire, la France a un certain retard quand même. Et donc, il faut pas traîner. Bon, l'important, c'est, on verra peut-être ça en conclusion avec vous, Rémi, parce que je me tourne à nouveau vers vous, parce qu'on arrive au terme de cette émission. C'est que ce sentiment qu'aujourd'hui, il y a un certain retard, mais qu'on en a pris
vraiment la conscience qu'on a rationalisé aujourd'hui la stratégie, qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de l'impression que ça s'accélère, qu'on change véritablement de dimension, hein, et puis surtout, et ce sera peut-être un peu le mot de la fin, s'il fallait synthétiser, qu'on a un peu une nouvelle façon de financer, de financement public, vraiment tourné sur le concret et les procédés, quoi, hein. Oui, tout à fait. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, bien que l'aspect R&D innovation soit encore très important, de plus en plus la réindustrialisation, la décarbonation, sans nécessairement un aspect innovant, sont favorisés. Oui. Et alors, vous nous avez mis en exergue une petite citation de Gandhi. Oui. Pourquoi donc Gandhi, l'intelligence artificielle, Gandhi, l'écologie? Bon, ça on peut comprendre. Allez, pourquoi Gandhi et pourquoi cette phrase? En fait, c'est que Gandhi avait alors un but totalement différent quand il visait à obtenir l'indépendance de son pays. Mais ce que son mot, veut dire, en fait, c'est que tous les efforts que les industries et que les consommateurs, les citoyens peuvent faire sont importants. Par exemple, nous, on voit des entreprises qu'on accompagne qui font des économies de carburant, ici de 4%, ici, là, qui vont diminuer, par exemple, leur gaz à effet de serre de 7%. Vu à l'échelle individuelle, l'échelle de la société, ça peut sembler relativement modeste, mais toutes ces petites contributions vont nous permettre de, on l'espère, sauver notre planète, comme nous l'a rappelé le GIEC hier avec son rapport. Exactement, et puis surtout la souveraineté, et là on est au cœur effectivement de ce qui était l'action de Gandhi, même si aujourd'hui évidemment les enjeux ont considérablement évolué, mais peut-être notre souveraineté européenne aujourd'hui. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir l'angle à la fois national et européen dans ces transitions donc écologiques, énergétiques et digital. Merci mon cher Rémi d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous aussi mon cher Romuald. J'en profite pour remercier Lucille Chabanel et puis donc les experts de l'ADEME, donc Juliette Donon et puis Florent Villard. C'était, je crois, une très belle webconférence que nous avons pu vous proposer donc en liaison avec l'ADEME. Merci à vous tous d'avoir été donc en notre compagnie pour mieux avancer sur les financements publics des entreprises dans l'ensemble de ces transitions. Et puis je crois qu'il y a un replay qui sera possible dans les prochains jours pour ceux qui veulent revoir l'émission. La possibilité toujours d'envoyer des questions à nos experts de Deloitte et de l'ADEME. Ils se feront un plaisir de vous y répondre. Et puis on aura évidemment un plaisir de vous y retrouver pour une prochaine édition de cette webconférence donc consacrée aux transitions. Merci à vous. Au revoir.